Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 164, J'essaye de mieux écouter. Un témoignage de Marc cette semaine, qui vient de tester avec sa chérie les nouvelles cartes de 2 minutes de bonheur en couple. Et il nous dit, c'est vraiment top. 60 questions que pour notre couple. Il y a même des défis. J'ai particulièrement aimé celui où nous avons fait un selfie d'amoureux. Et j'avoue que les cartes digitales, c'est vraiment génial. Nous en avons fait 3 pendant notre promenade de ce week-end. Merci de nous aider à prendre soin de notre couple. Je vais en acheter tout un stock à offrir. Merci Marc, et faites comme lui. Pensez à offrir 2 minutes de bonheur en couple. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis surprise, car certains jours, je suis capable d'écouter mon collègue qui me raconte ses problèmes personnels alors que nous avons un projet à terminer rapidement. Et d'autres jours, je suis saoulée par ma fille qui passe son dîner à nous détailler sa discussion avec son professeur de philo. Et pire, parfois je m'aperçois que je perds le fil et que je n'écoute plus cette bonne amie qui me raconte une fois de plus ses problèmes avec son conjoint. Mais que se passe-t-il? Ai-je des problèmes pour écouter? Comment faire pour mieux écouter? Mais comment définir l'écoute? Écouter est un mot qui vient du latin auscultare. Écouter, c'est ouïr. C'est bien être attentif à un bruit, à un son de façon volontaire. Ausculter a d'ailleurs aussi la même racine, c'est amusant. Écouter fait partie de la communication. On pense toujours à savoir s'exprimer quand on parle de communication. C'est bien sûr le cas. Énoncer clairement son propos, être organisé, poser sa voix sont importants. Cependant, écouter va plus loin. Bien écouter, c'est bien entendre. C'est être attentif à l'autre et savoir se taire. Rappelez-vous, dans le podcast 28, J'apprends à écouter, je disais même que si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est que nous devons sans doute écouter 2 fois plus que nous ne parlons. L'écoute est une attitude dans laquelle on est pleinement disponible, sans interrompre l'autre, sans juger, peut-être même parfois sans répondre. C'est simplement laisser parler l'autre. Je suis d'ailleurs souvent frappée de remerciements qu'on peut me faire et on me dit « Merci, tu m'as aidé », alors qu'en fait, j'ai rien dit, j'ai simplement écouté. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Parler permet de formuler ses pensées et c'est une grande aide qu'on néglige parfois en pensant être capable de tout résoudre soi-même. Dans nos vies super actives, prend-on le temps d'écouter vraiment? Suis-je vraiment disponible quand mon fils me raconte une dispute avec son frère le soir après le dîner? Ou est-ce que j'écoute d'une oreille distraite? Il est bien facile de regarder son téléphone ou de répondre « Tu me raconteras cela plus tard » ou « C'est sans importance, ça va passer ». « Oh, écoute, tu t'en fiches ». Et pourtant, mon fils à ce moment-là a besoin d'être écouté. À moi de lui proposer d'en parler plus tard si je ne suis pas disponible à ce moment-là. C'est une reconnaissance pour lui. Même si le sujet me semble dérisoire, plus tard, il saura qu'il peut venir me parler de problèmes plus importants, s'il a été écouté à ce moment-là. Il saura que je prends le temps de l'écouter. C'est très important de garder ce dialogue ouvert. Bien sûr, la place des téléphones et des objets connectés dans la vie d'aujourd'hui a modifié la communication. Il est facile d'envoyer un texto, mais bien moins de s'asseoir en face de l'autre pour discuter. D'ailleurs, ça me fait penser à tous les jeunes que j'entends et qui me disent tellement ils sont humiliés d'avoir été largués par texto. Parlons aussi de celui qui compulse son téléphone et regarde ses pop-up quand on lui parle de sujets sérieux et personnels. Je vous renvoie pour ça à notre podcast numéro 16, Je me déconnecte. Rappelez-vous, les mots sont seulement 7% de la communication. Le reste de la com vient du ton de la voix et de l'attitude non verbale. Carl Rogers, psychologue américain et vraiment le précurseur de l'écoute, va plus loin dans son livre. Et son livre qui est intitulé Le développement de la personne. Et il nous dit « Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est étonnant de constater que des sentiments qui étaient parfaitement effrayants deviennent alors supportables dès que quelqu'un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. » Carl Rogers est ainsi convaincu que les problèmes peuvent s'aplanir par le simple fait de les exprimer, de les verbaliser.
si une personne en face écoute de façon active. L'écoute active est donc une force qu'il est possible de développer. Il va même encore plus loin en suggérant de reformuler la pensée de l'autre pour être sûr d'en avoir bien compris le contenu. Ces reformulations de la pensée ou des émotions vont éclairer la personne qui entend son discours avec de nouveaux mots. En effet, une verbalisation différente peut rendre les questionnements plus clairs ou faire apparaître des solutions. Quand une amie vous raconte combien elle était blessée par un vent qu'elle vient de se prendre, vous pouvez lui dire à la place de « Oh, mais c'est une petite vanne de rien du tout, enfin, t'en fais toute une histoire, vraiment, tu vaux mieux que ça. » Vous pouvez lui dire à la place de ça « Je comprends que tu te sens mal, surtout en ce moment où tu es déjà très vulnérabilisé par tout ce qui t'arrive, et j'imagine que le fait de ne pas avoir su réagir t'a mise encore plus mal à l'aise. » Grâce à cette petite phrase toute simple, votre amie, elle va pouvoir se mettre à parler, pouvoir exprimer au fin fond d'elle-même ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, et ainsi trouver des idées et des solutions à la problématique qu'elle est en train de rencontrer. On en arrive donc à une notion décrite par les psychologues que Thomas Gordon a appelée l'écoute active, en anglais active listening, en 1975, et tous ces travaux ont été faits à partir des travaux de ce fameux Carl Rogers. Pour Thomas Gordon, les contenus émotionnels d'une situation sont plus importants que les contenus intellectuels. Cette technique de l'écoute active repose sur plusieurs fondamentaux. Tout d'abord, accepter l'autre et le respecter. Ensuite, être centré sur ce que la personne vit et non sur ce qu'elle dit. Troisième point, s'intéresser à l'autre plus qu'au problème. Et pour terminer, éviter d'interpréter ce que la personne peut dire, mais essayer d'être simplement un miroir. Allez, je change de regard. Comme nous l'avons vu, l'écoute active implique donc d'être disponible pour l'autre et savoir lui accorder du temps de qualité quand il en a besoin. C'est être prêt à entendre sans juger, à respecter l'autre tel qu'il est, et ce n'est pas si facile. Souvent, il est important de faire taire sa petite voix intérieure, toujours prête à prodiguer des conseils, à avoir envie d'en savoir plus, à comparer avec son expérience personnelle. Toutes ces attitudes interrompent la personne qui veut se confier, et même si l'intention est bonne, ces attitudes sont contre-productives. Le psychologue américain Elias Porter décrit 6 attitudes qui peuvent nuire à l'écoute: le conseil, le jugement, le support, l'interprétation, l'enquête ou le trop d'empathie. Allons explorer ces 6 attitudes qui peuvent avoir des bons et des moins bons côtés. Commençons par le conseil. Le conseil nous pousse à faire des propositions qui semblent être la bonne solution. Je te conseille de faire ci, tu devrais faire ceci, il faut que tu vois un tel. Ces phrases peuvent être une aide sécurisante, rassurante, une solution immédiate. Pourquoi pas? À l'inverse, le conseil peut aussi déresponsabiliser et enfermer la personne dans une solution toute faite qui pourrait ne pas lui correspondre alors qu'elle serait peut-être parfaite pour vous. Deuxième attitude, le jugement. Alors il peut être positif, comme « Bravo, t'as bien fait de réagir comme ça », et ça peut véritablement aider la personne. En revanche, le jugement peut être culpabilisant. « Non mais quelle idée! Pourquoi t'as décidé de faire ça ?» Ça peut même aussi être décourageant. « Enfin, tu n'es pas sérieux ?» Ça peut même aller jusqu'à l'humiliation. Troisième attitude, le support. C'est un soutien, une chaleur humaine, une caresse affective sur l'épaule. C'est un soutien qui est rassurant, réconfortant, profondément nécessaire. Cependant, il peut aussi être assorti de phrases un peu maladroites du genre « T'inquiète pas, c'est pas grave, on a tous connu ça. D'ailleurs, moi aussi. » Ces phrases un peu maladroites permettent de banaliser une situation. C'est un bon moyen pour se rassurer soi-même ou dire quelque chose quand on est un peu gêné. Genre quand quelqu'un pleure ou quand quelqu'un est en train de vivre un décès ou une maladie. « T'inquiète pas, tu vas guérir. » Et là, ce sont de moins bonnes attitudes de compassion. Quatrième attitude, l'interprétation. Elle propose une explication du comportement, de la pensée ou du discours. C'est du genre « Oh, tu dis ça parce que t'es jaloux » ou « Visiblement, tu n'as pas coupé le cordon avec ta mère ». En interprétant, le risque est grand de bloquer et de fermer le dialogue, car la personne ne se reconnaît pas du tout. En revanche, si l'interprétation est juste et bienveillante, elle peut fournir des éléments qui vont faire cheminer la personne. Cinquième attitude, l'enquête.
c'est poser des questions pour mieux cerner une situation. Alors une attitude qui peut être intéressante quand le discours est très décousu. Cependant, chercher à connaître des détails en posant trop de questions risque de devenir intrusif. Cette attitude de poser trop de questions va créer de la méfiance, va entraîner une attitude d'enfermement, voire même de mutisme. Et là, vous imaginez bien, ça devient contre-productif. Et pour terminer, la compréhension empathique, ce qui est donc la 6e attitude. La compréhension empathique va favoriser l'expression et l'autonomie de la personne. C'est une belle attitude d'ouverture. C'est dire c'est compliqué pour toi de, et si je comprends bien tu, elle devient contre-productive quand elle manque de naturel. Allons explorer un petit peu plus loin les atouts de l'empathie. Nous allons partir des travaux de Teresa Wiseman, qui est une infirmière enseignante américaine et donc qui a identifié 4 attributs de l'empathie. Le premier, c'est être capable de voir le monde comme les autres le voient. Nous avons tous des biais individuels sur les situations que nous vivons ou qui nous sont rapportées, par notre éducation, notre expérience. Et pourtant, pour faire preuve d'empathie, il est recommandé de nous décentrer pour chausser une paire de lunettes qui n'est pas la nôtre. Deuxième attribut, ne pas poser de jugement ni être moralisateur. C'est sans doute l'étape la plus difficile parce qu'elle est tellement opposée à nos réflexes. Tout le monde juge tout le temps. Selon certains chercheurs, il s'agit même d'un biais très fort d'auto-évaluation. La comparaison aux autres permet de jauger nos propres capacités, opinions et valeurs à la lumière de celles d'autrui. C'est généralement dans les domaines dans lesquels nous ressentons le plus de honte que nous sommes le plus enclins à juger les autres. Je vous renvoie à notre podcast 160, Je réussis à vaincre la honte. Brené Brown, que vous connaissez bien maintenant, observe par exemple que les femmes qu'elle interviewe pour ses recherches jugent davantage des autres femmes sur l'éducation des enfants ou les relations extra-conjugales que sur des sujets comme la politique. Juger nous fait malheureusement du bien, cela nous revalorise et nous donne l'illusion que nous sommes meilleurs. Pour éviter de juger, nous avons besoin de nous connaître et de nous comprendre nous-mêmes avant de regarder les autres. Troisième attribut, comprendre les sentiments d'autrui. Cela suppose d'être déjà à l'aise avec ses propres émotions et de savoir les identifier. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans notre podcast 140, Je suis émotionnellement intelligent. Et puis dernier attribut, communiquer notre propre compréhension des besoins d'autrui. Alors là, il y a un petit risque que votre interprétation des besoins des autres ne soit pas la bonne. Prenons l'exemple d'un de vos amis qui vous expose que sa mère est à l'hôpital à la suite d'une mauvaise chute. Bien intentionné, vous lui dites « Oh, j'imagine que tu dois être inquiet pour ta mère ». Et il vous répond « Mais pas du tout. Elle est entre de bonnes mains. Par contre, je suis très inquiet pour mon père, resté seul et pas du tout autonome. » Alors, rassurez-vous. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas forcément d'avoir juste, c'est de montrer que vous avez fait l'effort de vous mettre à la place de l'autre et de communiquer votre compréhension de la situation et la compréhension des émotions que la personne est en train de vivre. Quels sont les bénéfices d'une belle écoute active ? Entre amis, en famille, ça fortifie inévitablement les liens. Savoir que nous pouvons parler à une personne proche sans être jugés est une valeur très appréciable et un soutien en cas de problème. Effectivement, savoir vers qui se tourner en cas de questionnement ou de coup dur est une sacrée chance. Au travail, un bon commercial va savoir répondre au mieux à un client parce qu'il a écouté ses besoins. Un bon manager sait écouter ses collaborateurs. Ce sont de belles compétences à développer en entreprise. De façon plus générale, les gens qui s'écoutent lorsqu'ils sont ensemble communiquent mieux, réussissent à travailler en équipe, sont plus créatifs et productifs et savent mieux gérer leurs divergences. Quoi qu'il arrive, écouter est un risque. Nous ne savons pas ce que l'autre va dire. C'est donc accepter de se laisser bousculer par des propos qui peuvent étonner, qui surprennent, qui peuvent même choquer et qui nous mettent parfois en face de nos propres limites. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 49 sur la vulnérabilité. Dans mes accompagnements de couple, j'entends souvent « tu ne m'écoutes pas ». Jacques Salomé l'a d'ailleurs repris dans ses parutions. La souffrance du conjoint est souvent le sentiment d'être ni écouté ni compris. Reconnaître ce que vit et ressent son partenaire est important pour le bien-être du couple. Et pourtant, parfois,
nous oublions d'écouter car nous pensons soit connaître l'autre et ses attentes, ou alors parce que nous ne souhaitons pas entendre ce que l'autre va nous dire, ou encore, écouter peut risquer de briser un équilibre de couple déjà un peu chancelant. Donc les phrases du « oh, je la laisse râler, ça va passer », ou encore « il s'énerve vite en ce moment, il a des difficultés au boulot, dans un mois ça ira mieux ». Toutes ces attitudes montrent l'importance de plonger dans le ressenti de l'autre pour le bon équilibre du couple. Installer un climat de confiance autour de l'écouter est très important. L'attitude physique en fait partie. Regarder la personne, lui faire ressentir notre disponibilité, avoir un ton calme. Et il est fort possible aussi de déceler dans ces moments de partage très forts des questions sous-jacentes, d'écouter des attitudes un peu inattendues ou des émotions non exprimées. C'est là toute la beauté de l'écoute. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Écouter, c'est apprendre aussi à s'écouter. 2. Écouter aide l'autre à reformuler son discours, à trouver lui-même les clés du problème. 3. C'est avoir en tête les freins qui nous empêchent d'être disponibles. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes en couple vous suggère de demander à votre conjoint de vous raconter sa journée. Vous vous efforcez de ne pas l'interrompre. Un beau moment à vivre, vous verrez. La petite mousse est légère cette semaine, et c'est Plutarque qui nous la sert. Le commencement de bien vivre, c'est bien écouter. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.